Alors, dans ce cours, on va essayer de parler du potentiel de membrane. On va parler, il va être subdivisé en deux parties, euh, le potentiel de membrane de repos et le potentiel d'action. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de parler essentiellement du potentiel de membrane de repos. Alors, c'est quoi le potentiel de membrane? Le potentiel de membrane est enregistré au niveau de toutes les cellules. Alors, comment il est enregistré? On va mettre en évidence la présence d'un potentiel de membrane de repos au niveau des cellules excitables. Les cellules excitables sont les cellules nerveuses, les cellules musculaires et les cellules sécrétrices. On va parler dans un premier temps de la microélectrode. Ensuite, on va parler d'un adaptateur d'impédance et d'un oscilloscope. Alors, ce sont les trois choses essentielles nécessaires d'avoir pour mesurer le potentiel de membrane. Alors, le potentiel de membrane est enregistré grâce à la présence de microélectrodes. C'est quoi une microélectrode? Une microélectrode, c'est un tube en verre, donc un tube capillaire qui fait à peu près 1 mm de diamètre. Donc son diamètre fait 1 mm, donc le diamètre fait 1 mm. Alors il est fixé à un support, donc on le fixe à un support, et on va suspendre un poids P. Ce poids est variable selon l'expérimentateur. Donc on va essayer et à une, grâce à une résistance chauffante, donc on va mettre ici une résistance chauffante, on va chauffer ce verre, c'est du verre, hein, c'est du verre qui est vide à l'intérieur, et on va le chauffer grâce à cette résistance chauffante qui va chauffer le verre. Et le verre, donc on va faire passer un courant. Lorsque vous faites passer un courant dans un fil électrique, au niveau du solénoïde ici, vous aurez, il va chauffer et il va fondre le verre. Le verre ici va fondre et à un certain moment donné, on aura notre électrode, donc sous l'effet du poids, sous l'effet de ce poids-là, on aura en haut un étirement comme ça, le verre il va être étiré et en bas, on aura une deuxième microélectrode. Alors ça, c'est une microélectrode avec à la pointe, ici, un micromètre. Un micromètre, mais on peut avoir le diamètre de la pointe. Ici, le diamètre de la pointe fait à peu près un micromètre. On peut avoir le diamètre qu'on veut. Ça dépend du poids P. Et ça dépend du chauffage aussi, du courant, de l'intensité du courant qu'on fait passer dans le fil. Alors ça, c'est une microélectrode vide. Et on va essayer de la remplir avec un liquide. Donc on va utiliser une seringue, simplement une seringue, et on va la remplir. Donc on va mettre ici du KCl 3M. On peut la remplir avec un liquide, donc très concentré. On va mettre du KCl ici. On va la remplir grâce à une seringue. Donc on la remplit avec du KCl 3M, très concentré. Alors pourquoi très concentré? Simplement pour éliminer les potentiels de jonction, c'est-à-dire les parasites. C'est-à-dire au niveau de la mesure, si on veut mesurer un potentiel, on est obligé de mettre une solution très concentrée. Donc c'est une relation avec l'équation de Anderson, des potentiels de jonction. On supprime les potentiels de jonction, c'est-à-dire les potentiels de jonction, le potentiel parasite. Donc on aura deux microélectrodes, une en haut et une en bas, et à la pointe 0,5 micron du diamètre. Alors pourquoi on utilise une pointe fine de 1 micromètre du diamètre? C'est parce que la plupart des cellules, le diamètre des cellules est variable. Donc par exemple, au niveau d'une cellule nerveuse, le diamètre elle fait à peu près 50 micromètres.
Donc la pointe de la microélectrode qu'on va utiliser doit avoir un diamètre de 0,5 micromètres. Donc 0,5 devant 50 micromètres, c'est bon. Donc on peut arriver à introduire l'électrode dans la cellule sans détruire, sans faire des lésions au niveau membranaire, au niveau cellulaire. Si on prend par exemple une cellule de l'axone géant de calamar, alors il fait à peu près son diamètre, le diamètre de la cellule de l'axone géant, il fait 1 mm. Donc 1 mm par rapport à 0,5 microns, c'est bon. Donc on peut toujours essayer d'introduire la pointe de l'électrode dans la cellule sans tuer la cellule, sans détruire la cellule. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une électrode extrêmement fine. Alors cette électrode, cette microélectrode est remplie avec, comme j'ai dit, avec un liquide de très forte concentrée, donc KCl 3M, 3 molaires, pour éliminer les potentiels de jonction. Et on va essayer d'introduire un fil à l'intérieur ici. C'est un fil d'argent. Un fil d'argent. Donc on prend ce fil, on l'introduit ici dans le liquide. Et pour éviter qu'il y ait des parasites entre le métal, qui est l'argent, et le KCl, pour éviter qu'il y ait des parasites, on va l'enrober avec le chlorure d'argent. Alors c'est une poudre. On va, par électrolyse, on peut mettre de chlorure d'argent, argent chlorure, donc le chlorure d'argent sur ce fil-là. Et on empêche ici parce que lorsque vous mettez un métal en contact avec un liquide, il peut se créer aussi des potentiels de jonction. Donc pour éviter ces potentiels de jonction parasites, on met une poudre blanche par électrolyse. On va la déposer par électrolyse. Donc pour éviter les potentiels de jonction entre le KCl et l'argent. Donc là, c'est la microélectrode. On va avoir une microélectrode intracellulaire et une microélectrode extracellulaire. Donc on vient de fabriquer une microélectrode, du KCl et un fil d'argent. Donc on aura une microélectrode, ce qu'on appelle une microélectrode intracellulaire, qu'on peut introduire dans une cellule sans aucun problème. Alors la deuxième chose dont on aura besoin pour mesurer le potentiel de membrane, c'est un adaptateur d'impédance. Alors, un adaptateur d'impédance, c'est un appareil électronique, alors qu'on schématise généralement comme ça, avec une entrée plus et une entrée moins, et on reboucle toujours l'entrée moins par rapport à la sortie. Donc, ici vous avez la sortie de cet amplificateur, ici vous avez l'entrée, et donc on peut introduire notre fil ici, qui relie donc l'électrode ici à cet adaptateur d'impédance. Donc vous avez un adaptateur d'impédance. Quel est le rôle de l'adaptateur d'impédance? C'est de diminuer la résistance de l'électrode. Alors une électrode, il est fabriqué avec du verre. Donc sur le plan électrique, le verre va transmettre le courant électrique et que la résistance ici du verre est beaucoup plus importante que la résistance de l'appareil de mesure qui est généralement un oscilloscope ou un voltmètre. Donc, grâce à cet adaptateur d'impédance, on va diminuer cette résistance et donc on peut mesurer le potentiel facilement. Alors, à quoi ça sert un adaptateur d'impédance? Ça sert à diminuer la résistance de l'électrode devant la résistance de l'appareil de mesure. Alors, la mesure se fait ici. On va mettre un appareil qui permet de mesurer le potentiel, mais il faut intercaler entre l'électrode et l'appareil de mesure, qui est généralement quoi? Un oscilloscope, un oscillo ou un voltmètre. C'est ça, pour mesurer un potentiel V, E ou bien psi. Donc ce sont les dénominations du potentiel. Psi, V ou E, c'est le potentiel, généralement en millivolts. Donc on met un appareil de mesure ici, qui est un oscilloscope, et il nous faut intercaler
un adaptateur d'impédance entre l'électrode et l'oscilloscope. Donc finalement, on aura quoi? On aura la chose suivante. On aura notre cellule. Prenons une cellule excitable. On prend une cellule excitable, par exemple une cellule nerveuse, mais ça peut être aussi une cellule musculaire, mais ça peut être aussi une cellule sécrétrice. On va donc mettre une électrode ici, donc on peut pénétrer cette électrode dans la cellule. Cette microélectrode est remplie avec du KCl 3M, comme nous avons dit. Il y aura un fil ici, un fil d'argent, qu'on relie à l'adaptateur d'impédance. Donc je prends un adaptateur d'impédance ici. Et cet adaptateur d'impédance, je le reboucle sur lui-même pour, par rapport au potentiel de terre, on va avoir un potentiel V. On va appeler ça V ou E, comme l'électrode est à l'intérieur, donc on va mesurer le potentiel intracellulaire. Donc si l'électrode est à l'intérieur, on va l'appeler l'électrode extracellulaire. Et à l'extérieur, on va mettre une électrode. Alors on n'a pas besoin, on va mettre que du KCl ici. On n'a pas besoin d'une microélectrode à l'extérieur, on peut utiliser une macroélectrode. Alors, cette macroélectrode, je vais la laisser comme ça, on ne va pas l'étirer parce que on ne va pas la faire rentrer dans la cellule, elle va rester à l'extérieur. Et cette macroélectrode, elle aussi, est reliée à un adaptateur d'impédance puisqu'il est constitué avec deux verres, donc toujours la même chose. Mais au lieu d'avoir le potentiel plus et moins, au lieu d'avoir le potentiel interne, on va avoir le potentiel externe. Donc le potentiel interne est mesuré par rapport à la masse, il est ici, et le potentiel externe est mesuré par rapport à la masse. Et on peut faire la différence entre le potentiel interne et le potentiel externe grâce à l'utilisation d'un oscilloscope. On va mettre un oscilloscope ici, plus et moins, et à la sortie, on aura le potentiel interne moins le potentiel externe. C'est un oscilloscope. Oscilloscope, c'est un voltmètre. Il permet de mesurer la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Donc c'est grâce à ce dispositif-là qu'on va utiliser pour mesurer le potentiel interne moins le potentiel externe. Alors, je vais refaire le schéma d'une façon beaucoup plus correcte. Donc, une microélectrode à l'intérieur, une microélectrode, pardon, ici donc on aura une microélectrode. Donc je recommence mon dispositif, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc une microélectrode à l'intérieur. Donc c'est une microélectrode avec du KCl3M et un fil d'argent. Je fais un adaptateur d'impédance. Par rapport, on aura le potentiel interne, V interne, que je peux relier à l'entrée plus d'un oscilloscope. Et grâce à un deuxième adaptateur d'impédance, donc le potentiel externe, il est relié à une macroélectrode, grosse macroélectrode, par rapport à la masse, donc je reboucle ici, et je vais avoir le potentiel externe, et à la sortie, je vais avoir le potentiel interne moins le potentiel externe. Je vais appeler ça le potentiel de membrane. Alors c'est comme ça qu'on mesure le potentiel de membrane d'une cellule, VM, ou bien EM, ou bien psi-m. Généralement, il est exprimé en millivolts. Voilà donc la technique utilisée pour mesurer le potentiel de membrane de la cellule. Alors, lorsque les deux électrodes se trouvent à l'extérieur de la cellule, donc lorsque la microélectrode se trouve ici, et lorsque la grosse microélectrode se trouve ici,
Ici, généralement, un milieu physiologique. Milieu, ce qu'on appelle le bain, c'est une solution physiologique avec l'équivalent du milieu extracellulaire. Alors, c'est nous qui le fabriquons. On va régler, donc il va y avoir le sodium à la concentration convenable, le potassium, le calcium, le magnésium. On va régler le pH. Généralement, c'est 6-8, le milieu extracellulaire. Et donc, on va avoir un milieu extracellulaire fabriqué par nous-mêmes. Mais le milieu intracellulaire, il n'est pas connu, mais on connaît les concentrations ioniques dans le milieu intracellulaire. Donc on aura un milieu intracellulaire et un milieu extracellulaire. Lorsque les deux cellules ou les deux électrodes sont à l'extérieur, au niveau de l'oscilloscope, les deux électrodes sont à l'extérieur, on va mesurer un potentiel de 0 millivolts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 0 millivolts? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel lorsque les deux électrodes sont placées dans le bain. Lorsque les deux électrodes sont dans le milieu extracellulaire, il n'y a pas de différence de potentiel. Donc, à l'intérieur d'un liquide, la différence de potentiel est égale à 0 millivolts. Ici, c'est la cellule et les deux électrodes, la microélectrode et la macroélectrode, se trouvent à l'extérieur de la cellule. Dans le liquide, dans un même liquide, il n'y a pas de différence de potentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de concentration de charge négative d'un côté ou de charge positive de l'autre. Donc la répartition des ions dans le milieu extracellulaire se fait de façon uniforme. Alors ça, c'est la microélectrode, elle est dans le milieu extracellulaire. Lorsque j'introduis, je vais introduire la microélectrode dans la cellule. Introduire la microélectrode dans la cellule. Alors, dès qu'il y a pénétration de la microélectrode, on va avoir une chute de potentiel, une diminution de potentiel qui peut atteindre jusqu'à moins 90 millivolts. Et ce potentiel reste constant. Alors, il ne change pas tant que les conditions ioniques extracellulaires et intracellulaires ne changent pas. Donc si les milieux intracellulaires et le milieu extracellulaire ne changent pas, ce potentiel de membrane va rester constant. Il va rester constant. On va appeler ce potentiel, puisqu'il ne change pas, on va appeler ça le potentiel de membrane de repos. Alors, toutes les cellules vivantes, toutes les cellules excitables ont un potentiel de membrane de repos. Une cellule qui n'a pas un potentiel de repos, c'est une cellule morte. Donc toutes les cellules nerveuses, musculaires et sécrétrices ont une différence de potentiel qui est variable. Ici, par exemple, le cœur a un potentiel de repos de moins 90 millivolts, mais il change d'une cellule à une autre. Les cellules du muscle ou des cellules nerveuses, ils ont un potentiel de repos d'à peu près moins 70 millivolts. Pour les cellules du muscle lisse, ils ont un potentiel de repos de moins 50 millivolts. Pour les ovocytes, ce sont des cellules de reproduction, les ovocytes, ils ont un potentiel de repos de moins 30 millivolts. Alors on voit que, mais il reste constant. Donc, le potentiel de repos est constant, mais il change d'une cellule à une autre. Donc, il est variable selon les cellules. Et on verra pourquoi il est variable selon les cellules. Mais c'est un potentiel qui ne change pas tant que les conditions ioniques intracellulaires et extracellulaires ne changent pas. Donc cela nous ramène à dire que voilà donc la façon avec laquelle on mesure le potentiel de repos. Je passe en mode 2. Voilà. Donc je prends mon stylo. Le potentiel de membrane. Donc ici c'est une simplification dans ces diapositives. On a mis en évidence ce que c'est que la microélectrode, un adaptateur d'impédance et un oscilloscope. Lorsque l'électrode
se trouve ici, se trouve étape 1, c'est-à-dire les deux électrodes sont de milieu extracellulaire. Étape 1, cette électrode-là, c'est la microélectrode. Lorsqu'il se trouve à l'extérieur, le potentiel sur l'oscilloscope est de 0 millivolts. L'étape 2, c'est lorsqu'on a introduit la microélectrode, on mesure ici, oscilloscope ou un voltmètre, c'est la même chose, on mesure par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire par rapport au milieu extracellulaire, on mesure une différence de potentiel entre cette électrode-là et cette électrode-là. On va mesurer une DDP, c'est le potentiel de repos. C'est une différence de potentiel qui reste constant tant que les conditions ioniques ne changent pas. Alors, s'il y a un potentiel entre deux points, c'est-à-dire entre l'extérieur et l'intérieur, c'est qu'il y a une différence de charge. Il y a une différence de charge électrique. Et la valeur de moins 90 millivolts nous indique que cette différence de charge est négative au niveau de la microélectrode par rapport à l'électrode extracellulaire. Donc on aura, au niveau de la cellule, on aura un excès de charge négative par rapport à l'extérieur qui est positif. Alors, c'est quoi ces différences de charge? Les charges, il n'y a pas de charge électrique, il n'y a pas des électrons entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, mais il y a les ions. Les ions, ils sont porteurs de charge. Donc, il va y avoir une différence de concentration ou une différence de charge. On parle de charge, essentiellement de charge électrique. Il va y avoir une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire une différence de concentration ionique. Et vous voyez ici que vous avez beaucoup plus d'ions chargés négativement à l'intérieur. Et ici, vous avez beaucoup plus de cations à l'extérieur de la cellule. Donc, moins signifie qu'on a beaucoup de charges à l'intérieur. Et je vous ai indiqué que lorsqu'on a déterminé les concentrations ioniques du milieu intracellulaire, qu'on a beaucoup de charges négatives. Et ces charges négatives proviennent du fait qu'on a beaucoup de protéines. Il y a du chlore, bien sûr, mais il y a surtout des protéines à l'intérieur de la cellule. Ici, il n'y a pas de protéines. Il y a un petit peu de chlore, il y a beaucoup de chlore, pardon, ici, mais la concentration des protéines ici est beaucoup plus importante qu'ici. La concentration de protéines dans le milieu extracellulaire est égale à 0. On se rappelle, le liquide interstitiel ne contient pas de protéines. Par contre, l'intérieur de la cellule contient des protéines chargées négativement. Ce sont des protéinates. Généralement, ce sont des protéinates qui s'associent au sodium, qui va former des protéinates de sodium. Et ce protéinate de sodium sont des charges négatives, chargées négativement à l'intérieur. Donc, ce sont des charges négatives concentrées à l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur. Alors, donc, on a expliqué pourquoi il y a le moins, mais on n'a pas expliqué pourquoi il y a 90 ou une autre valeur de potentiel. Alors, ça, voilà la répartition des ions de part et d'autre de la membrane. Vous avez du sodium à la concentration de 12 millimolaires et vous avez l'extérieur 145 millimolaires et on observe que le gradient électrochimique est dans le sens entrant. Donc, j'ai déjà expliqué ce que c'est que le gradient électrochimique. Pour le potassium, le gradient il est vers l'extérieur. Pour le chlore, le gradient est dirigé vers l'intérieur. Et l'eau peut se diriger dans les deux sens. Et vous voyez ici que cela signifie que simplement le gradient, qu'est-ce que ça veut dire le gradient? C'est une force. Mais ça ne veut pas dire que les ions se déplacent au niveau de la membrane. Ça signifie simplement qu'il existe une force qui est dirigé de l'extérieur vers l'intérieur, qui va pousser le sodium à entrer. Mais il n'entre pas, le sodium. Simplement, il y a une force dirigée de l'extérieur vers l'intérieur. Pour que le sodium monte, il faut que les portes soient ouvertes. Or, pour ouvrir les portes, c'est autre chose, c'est un autre problème. La force pour le potassium, c'est une force dirigée vers l'extérieur. Et pour le chlore, et vous voyez qu'il y a des molécules organiques, essentiellement des protéines, qui n'existent pas ici. Donc les molécules organiques sont des PR- qui donnent la négativité à l'intérieur, donc à la cellule.
Alors, on va essayer de voir quelle est l'origine. Cette valeur de 90 millivolts, il vient d'où? Alors, on va essayer de modifier les concentrations des ions à l'extérieur de la cellule. On ne peut pas le changer à l'intérieur parce que c'est très difficile. Mais dans un premier temps, on va essayer de changer les concentrations des ions. On va, dans un premier temps, changer les concentrations. On va commencer par le sodium, par exemple. Le sodium extracellulaire, on peut le changer. Et on va mesurer le potentiel de repos. Donc, pour une concentration de sodium, on va changer les concentrations. Voilà. Et on va mesurer le potentiel de repos pour chaque valeur de concentration de sodium. Pour chaque valeur de concentration. Donc, on a un potentiel de moins 90 millivolts. Et on va voir que la courbe est généralement, elle est comme ça, elle est un tout petit peu, il n'est pas tout à fait horizontal, mais il change faiblement. Lorsque je change la concentration de sodium à l'extérieur de la cellule, le potentiel de repos ne change pas ou il change faiblement. Il va dans le sens positif, mais faiblement par rapport à la valeur de repos. Voilà. Donc il y a une petite variation lorsque je change le sodium à l'extérieur. Alors, conclusion, c'est que le sodium n'est pas responsable du potentiel de repos, puisque lorsque je change la concentration extracellulaire, le potentiel de repos ne change pas. Alors, je vais essayer de changer la concentration du chlore. On change la concentration par rapport au potentiel de repos. On va mesurer le potentiel de repos avec différentes valeurs, moins 90 millivolts, et je vais changer les concentrations extracellulaires de chlore. Et je vais remarquer que moins 90 millivolts ne change pas. Ça signifie que lorsque je change la concentration de chlore à l'extérieur de la cellule, le potentiel de repos ne change pas. Ça veut dire que le potentiel de repos n'est pas dû à la concentration de chlore, il n'est pas dû au chlore. Le chlore n'intervient pas dans le potentiel de repos. Par contre, si je change la concentration de potassium, ici, je vais changer la concentration de potassium, je vais remarquer que, alors, on va changer la concentration de potassium à l'extérieur de la cellule. Potassium extracellulaire, je vais utiliser 2,5 millimolaires, ou bien 5 millimolaires, ou 10 millimolaires, ou 20 millimolaires, jusqu'à 100 millimolaires. Je remarque que le potentiel de repos qui était à moins 75 au départ, lorsque la concentration est égale à 2,5, le potentiel est constant. Il est égal à moins 75. Lorsque j'augmente la concentration de potassium ici, à 5 millimolaires, ben vous voyez qu'il y a un déplacement de potentiel dans la valeur positive. Ça crée une dépolarisation, puisque le potentiel va vers des valeurs positives. Lorsque le potentiel va vers des valeurs positives, c'est une dépolarisation. Si le potentiel va vers des valeurs négatives, c'est une hyperpolarisation. Vous voyez que le potentiel se dépolarise. Lorsque j'augmente la concentration à 10 millimolaires, le potentiel va encore diminuer. Il va vers des valeurs positives, ou bien il devient de moins en moins négatif. Donc va vers des valeurs positives, ça veut dire aller dans les valeurs moins négatives. C'est la même chose. Ça se dépolarise, donc la cellule se dépolarise. Et pour des concentrations égales à 100 millimolaires de potassium à l'extérieur, le potentiel de repos est vraiment presque égal à zéro. Donc c'est une dépolarisation très importante. Alors on voit ici que le potassium, lorsque je change la concentration externe de potassium, le potentiel de membrane change. Il change, ça signifie que probablement, peut-être, le potassium a un rôle important dans le potentiel de repos, ou on peut dire que c'est le potassium qui est responsable du potentiel de repos. Donc c'est une première approximation, c'est une première conclusion. Lorsque je change la concentration du chlore ou de sodium, le potentiel de repos ne change pas. Par contre, lorsque je change la concentration externe de potassium,
le potentiel de repos change. Alors, il doit y avoir une raison. Si on a une membrane, si on a une membrane cellulaire, si on a par exemple deux milieux, et ces deux milieux, compartiment A, compartiment B, séparés par une petite membrane. Alors si je mets par exemple le NaCl ici, au départ, à 4 milliequivalents par litre, c'est une concentration en milliequivalent, autant T égale à 0. Alors 4 milliequivalents, si j'attends autant T égale infini, il va y avoir un équilibre. Un équilibre puisque le sodium, il peut passer à travers la membrane et le chlore peut passer à travers la membrane parce qu'il y a un gradient chimique. Ici, il n'y a pas de NaCl, il n'y a pas de sodium et du chlore, donc Na+, dans une solution qui contient de l'eau, le NaCl va se subdiviser en Na+, plus Cl-. Il y aura un déplacement de sodium selon le gradient chimique et le chlore selon le gradient chimique. Et autant T égale infini, ici, tant T égale infini, la répartition des ions sera la même. On aura 4 milliequivalents ici, on aura 4 milliequivalents ici de sodium et du chlore. La répartition est la même, autant T égale infini, on aura la même concentration. Tout se passe comme si il n'y a pas de membrane. Donc au départ, la concentration étant de 4 milliequivalents, je mets ma membrane et autant T égale infini, il va y avoir donc la répartition des ions va se faire de façon uniforme et autant T égale infini, l'équilibre, lorsque l'équilibre sera atteint, la concentration sera la même. Maintenant, je vais essayer de mettre quelque chose de spécial ici. Je vais mettre les protéinates de sodium, c'est-à-dire c'est une molécule des protéines qui contient du sodium, protéines s'associent au sodium pour former les protéinates de sodium, et je vais, autant T égale à 0, si je mets 4 milliequivalents ici de protéinates de sodium, autant T égale infini, je ne vais pas avoir la même chose, puisque le sodium, lui, il va s'en aller dans l'autre compartiment, les protéines, mais les protéines ne passent pas. Alors, il va y avoir un déséquilibre. On va avoir des concentrations de protéines ici. Ici, il n'y aura pas de protéines. La protéine ici est égale à 0. Donc, dans ce compartiment-là, les protéines sont égales à 0. Mais autant T égale infini, donc on aura ici des protéines, on aura du sodium et on aura du sodium. Mais sachez que selon l'équilibre de Denon, donc qu'on n'a pas le temps de traiter ici, la concentration des ions sodium ici sera différente de la concentration des ions sodium ici. Donc on n'aura pas d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a des protéines qui ne laissent pas, qui ne passent pas à travers la membrane. Donc on n'a pas le temps de traiter l'équilibre de Denon, mais l'équilibre de Denon, on peut calculer les concentrations qu'on aura autant T égale infini. Donc, si une membrane sépare deux compartiments, alors si une membrane sépare deux compartiments, on aura deux compartiments qui contiennent initialement une solution d'électrolyte à deux concentrations différentes. Alors, si on a deux compartiments ici, qui contient initialement une solution d'électrolyte à deux concentrations différentes, il est imperméable à une espèce ionique, par exemple les protéines, par exemple un anion, mais perméable au cation. Donc le sodium passe, mais les protéines ne passent pas. Alors à ce moment-là, il va y avoir, à l'état d'équilibre, lorsque l'équilibre sera atteint, on aura un travail osmotique, le travail osmotique qui va s'exercer sur les ions qui est égal à RT, logarithme népérien de C1 sur C2. Alors, va y avoir une force F qui va s'exercer du compartiment 1 vers le compartiment 2. Et cette force, cette pression, cette force va créer un travail. Lorsqu'il y a un travail, ça veut dire qu'il y a une force du fait qu'il y a une différence de concentration
il y a une différence de concentration, donc il va il va y avoir une force C1 sur C2, le rapport de C1 sur C2, logarithme népérien, RT, R c'est la constante du gaz parfait, et T c'est la température. Donc on va avoir une force qui s'exerce, une force chimique, puisqu'il s'agit là des concentrations. On va avoir force chimique. Mais les protéines, ici, sont chargées négativement. Le sodium va se faire. Il va y avoir aussi une force électrique. Donc, parallèlement à la force chimique, on va avoir une force électrique. Et la force électrique va créer donc un travail électrique. C'est le deuxième. Donc, c'est le deuxième. Il est fonction de la charge de l'ion multiplié par le Faraday, multiplié par le potentiel. En potentiel en millivolts en généralement. F, c'est le Faraday. Faraday, c'est 96 500 coulombs. Alors 500 coulombs. Et Z, c'est la charge de l'ion. La charge, donc ça peut être positif. Si c'est par exemple le potassium, c'est plus 1. Si c'est le chlore, c'est moins 1. Donc il va y avoir un travail électrique. Alors le problème ici, les déplacements du sodium va se faire selon deux forces. Il va se faire selon la force chimique, donc il va y avoir une force chimique, mais il y a aussi une force électrique du fait que le sodium est chargé positivement, donc tout dépend des charges électriques qui sont entre le compartiment 1, présent dans le compartiment 1 par rapport au compartiment 2. Alors, on va simplifier, donc il va y avoir, lorsque vous mettez des ions dans une solution, et que ces ions, il y a une espèce ionique se déplace mais l'autre ne se déplace pas, on va atteindre l'état d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre? Au temps t égale infini, on va avoir l'équilibre, le système se stabilise. Il n'y aura plus de déplacement, ou bien s'il y a un déplacement dans ce sens, il est contrebalancé par un déplacement dans l'autre sens. Le système atteint l'équilibre. Lorsque vous avez deux forces dans un milieu, l'équilibre est atteint lorsque les deux forces sont égales. C'est-à-dire qu'il faut que le gradient, que la force électrique, compense la force chimique. Lorsque les deux vecteurs, dont électrique et chimique, sont égaux, à ce moment-là, on atteint l'état d'équilibre. Alors, cet état d'équilibre est atteint lorsque on aura ceci. À l'équilibre, on peut écrire la chose suivante, que le travail osmotique, c'est-à-dire chimique, de concentration, C1 sur C2, et le travail électrique sont égaux. L'un est contrebalancé par l'autre. Et on aura l'équation suivante. C'est l'équation de Nernst. Alors l'équation de Nernst donne qu'un potentiel peut être calculé à partir de l'équation RT sur ZF, logarithme népérien de C1 sur C2. Donc ça, c'est l'équation de Nernst. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'équation de Nernst? Alors, c'est une force électrique. C'est une force électrique, puisque c'est un potentiel électrique qu'on ne peut utiliser que lorsque on atteint l'équilibre entre deux compartiments. Si on est en équilibre, c'est-à-dire les ions qui se déplacent dans ce sens est égal à la force dans l'autre sens. La somme des forces est égale à 0, le système est en équilibre. On a le droit d'écrire l'équation de Nernst que lorsque les deux milieux sont en équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la force chimique est équilibrée par la force électrique. On peut déterminer la valeur de potentiel d'équilibre. Si je connais la R, c'est 8,3, donc 0,3, multiplié par T, là c'est la température, donc auquel vous rajoutez 273, sur Z, c'est la charge de l'ion, multiplié par 96 500 coulombs, mais je dois connaître la concentration dans le compartiment 1
et dans la concentration dans un autre compartiment. À ce moment-là, lorsque le potentiel est en équilibre, lorsque le potentiel au niveau d'une membrane est égal au potentiel d'équilibre, le mouvement d'ion est égal à 0. Ça veut dire toutes les ions qui se déplacent dans un compartiment est équilibré par dans l'autre sens. On dit qu'on atteint le potentiel d'équilibre. Alors, on doit se rappeler ce que c'est que le potentiel d'équilibre. Le potentiel d'équilibre, c'est le potentiel au niveau d'une membrane pour lequel tout déplacement d'un ion dans un sens est contrebalancé par le déplacement dans l'autre sens. Alors je prends l'exemple du potassium, mais c'est valable aussi pour le chlore, c'est valable pour le potassium, c'est valable pour tout. Donc je prends l'exemple du potassium. On regarde ici que le potassium est très concentré à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de cations à l'intérieur. La concentration de potassium à l'intérieur est égale à 140 millimolaires. Et que la concentration de potassium à l'extérieur, il est de 4 millimolaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, le potassium va sortir. Il va sortir sous l'effet du gradient chimique. Il y a une force chimique. Alors, qui dit force chimique? Ça veut dire que RT sur RT multiplié par la concentration de C1 sur C2, donc intracellulaire et extracellulaire, multiplié par RT, nous donne la force chimique. La force chimique, c'est L, c'est ici, c'est cette force-là, F, qui va agir sur la sortie de potassium et le potassium commence à sortir. Donc, on a une force chimique au départ. Au départ, on a simplement une force chimique. Mais il n'y a pas que la force chimique. La membrane sépare deux milieux avec une forte concentration de protéines à l'intérieur. Vous voyez que des charges négatives, il y a beaucoup de charges négatives ici. Et il n'y a pas de charge négative à l'extérieur, sauf le chlore. Le chlore se trouve ici, mais ici aussi il y a du chlore. À l'intérieur de la cellule, il y a aussi du chlore. Mais la cellule est trop chargée, la concentration, je crois, et si je ne me trompe pas, elle est égale à 200 millimolaires de protéines à l'intérieur de la cellule. On aura 200 millimolaires de protéines et que le milieu extracellulaire ne contient pas des protéines, 0 ou 4 à 5 millimolaires de protéines. Donc par rapport aux protéines qui se trouvent à l'intérieur, donc un excès de charge négative. Il arrive un moment où on aura la chose suivante. Vous aurez une entrée de potassium qui va être, comme il est chargé positivement, il va être attiré par les protéines. La force électrique va se diriger vers l'intérieur. Donc on aura une entrée des ions potassium par l'effet des protéines. Le potassium va être tiré vers l'intérieur par les protéines, puisqu'il est de charge plus et charge moins, il s'attire, et le protéine va entrer dans la cellule. Il arrive un moment où la sortie du potassium sous l'effet de gradient de concentration est contrebalancée exactement, les deux forces sont égales, est contrebalancée par l'entrée de potassium sous l'effet des protéines, sous l'effet du gradient électrique. Ici, vous avez le gradient chimique et là, vous avez le gradient électrique. Et lorsque les deux vecteurs sont égaux, il n'y aura plus de sortie de potassium, ou bien tout ce qui entre sous l'effet du gradient de concentration, de la force de concentration, ou tout ce qui sort sous l'effet de la gradient de concentration, entre sous l'effet du gradient électrique. Et les deux vecteurs sont égaux. Et si j'ai une électrode ici et une électrode à l'extérieur, je vais mesurer le potentiel d'équilibre aux ions potassium que je peux calculer. Je connais le potentiel électrique qui est égal à ZF multiplié par V, par exemple. Bon, c'est le travail électrique. Ce travail électrique est fonction de potentiel, du Faraday et de Z. Je vais mettre que les deux forces sont égales. Ça veut dire que ces deux forces sont égales. Et lorsque ces deux forces sont égales, je peux calculer le potentiel d'équilibre.
je peux déterminer cette valeur V. Cette V, lorsque ce potentiel d'équilibre se trouve entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, il n'y a plus de mouvement de potassium. Où tout ce qui entre par le gradient électrique est compensé par le gradient chimique. On dit qu'on atteint l'état d'équilibre. C'est le potentiel d'équilibre. Le potentiel d'équilibre, c'est une force électrique qui compense la force chimique. Donc toujours retenir ça. Quand vous allez revenir sur votre, quand vous allez revenir donc pour relire votre cours, il faut toujours tenir compte que le potentiel d'équilibre d'un ion, c'est la force électrique qui compense la force chimique. Donc le potassium est attiré. Vous voyez ici que le potassium est attiré par les charges négatives à l'intérieur et repoussé par les charges positives à l'extérieur. Donc au départ, il y a le gradient chimique. Le système va évoluer jusqu'au moment où le gradient électrique compense la force chimique. Et à ce moment-là, la concentration de potassium ici sera différente de la concentration de potassium ici. Et la même chose se passe pour le sodium, la même chose se passe pour le chlore. Donc, c'est comme ça que les cellules contiennent beaucoup de sodium ici, et il y a peu de sodium ici. Il n'y a pas de raison qu'il y a autant de sodium là que là, sauf si on a un potentiel qu'on appelle le potentiel d'équilibre ion-sodium, qu'on peut calculer, qu'on peut calculer à partir de l'équation de Nernst. La même chose pour le potassium. Il y a une très forte concentration. Pardon, ici, c'est surtout le potassium. C'est pas le potassium. Le sodium est très concentré à l'extérieur. Et il y a peu de sodium ici. Et que le potassium est très concentré à l'intérieur, qu'il y a peu de potassium ici. Donc, le potentiel d'équilibre peut être calculé aussi pour le potassium. Donc, on peut calculer le potentiel d'équilibre pour le potassium, pour le sodium et pour le chlore. Alors, donc, la question est la suivante. Est-ce que, on a vu que lorsqu'on fait varier la concentration externe de potassium, le potentiel de repos change. On a dit que peut-être le potassium est responsable du potentiel de repos. Alors, pour éclaircir ce problème-là, on va faire l'expérience suivante. Est-ce que le potentiel d'équilibre aux ions potassium correspond au potentiel de repos d'une cellule? Puisque lorsque je change le potassium, le potentiel de repos change. Alors, on va faire l'expérience suivante. On va faire une partie expérimentale, une partie théorique. La courbe bleue, on va simplement on va calculer le potentiel d'équilibre. Potentiel d'équilibre aux ions potassium, c'est quoi? C'est moins RT sur ZF. Je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi il y a le moins. Voilà RT sur ZF. Logarithme lippérien de la concentration intracellulaire de potassium sur la concentration extracellulaire de potassium. Donc si j'ai la concentration interne et si j'ai la concentration externe, je peux calculer le potentiel d'équilibre. Alors c'est ça, je peux calculer ça et ça, je vais le mesurer avec des microélectrodes. Alors que ça, je peux le calculer. Donc c'est la valeur théorique. Est-ce que le potentiel calculé à partir de l'équation de Nernst, c'est le potentiel de repos? Ça, le potentiel de repos, je vais le mesurer, je vais l'enregistrer sur des cellules. Alors je prends donc, dans un premier temps, je vais essayer simplement je vais simplement utiliser mon équation de Nernst. Donc c'est la valeur théorique. Et je remarque que EK est égal. Alors EK est égal à moins RT sur ZF, ça me donne une valeur de 58 millivolts. Donc comme je vais mettre plus, je vais mettre la concentration extracellulaire, donc logarithme décimal ici, décimal.
pas népérien comme tout à l'heure, parce que le népérien, on a fait la conversion ici, le logarithme décimal de la concentration. Maintenant, je mets une concentration de potassium à l'extérieur, pas à l'intérieur, sur la concentration intracellulaire. Généralement, on va prendre 140 millimolaires. Ici, c'est moi qui vous la donne. Il y a des techniques pour déterminer la concentration. Alors, avec cette équation, je vais changer simplement KE. Je vais changer KE. J'ai la valeur de 58. J'ai 140, c'est la concentration interne que je vous donne, hein, qu'on a utilisée, qu'on a déterminée. Et vous voyez que c'est une équation d'une droite, y égale f de x. Alors, le b est différent, plus b, donc plus di, y égale f de x, plus b, b égale à 0. Je ne passe pas par l'origine. Et vous regardez ici que je mets une échelle logarithmique. Ça va de 2,5, 5, 10, 20, 50. C'est une échelle logarithmique. Alors que ici, c'est une échelle linéaire. Donc, je calcule EK avec l'équation de Nernst et je change la concentration de potassium dans le milieu B, dans le milieu extracellulaire. Je change la concentration extracellulaire de potassium. Je garde la même valeur de la concentration interne. Je multiplie tout par 58 et voilà les valeurs que j'obtiens. Donc j'obtiens moins 100 ici, ici j'obtiens moins 90, là j'obtiens moins 80 et ainsi de suite et j'ai une droite. Pourquoi? Parce que y égale f de x plus b, b est égal à 0, l'équation d'une droite, la droite ne passe pas par l'origine. Dans un premier temps, je fais ça. J'ai mon équation d'une droite. Dans un deuxième temps, je vais essayer de calculer, de mesurer le potentiel de repos sur une cellule. Je vais l'enregistrer. Donc, dans un premier temps, on a calculé VK pour différentes concentrations de KE, potentiel d'équilibre. C'est quoi le potentiel d'équilibre? C'est l'équation de Nernst. Calculée à partir de l'équation de Nernst. Elle est là, l'équation de Nernst. C'est une valeur théorique, calculée avec un stylo. Maintenant, je vais enregistrer sur des cellules la variation de E en millivolts du potentiel de la cellule par rapport à l'extérieur avec différentes concentrations de KE. Je vais changer KE de la même façon que, ici c'est une valeur théorique, c'est la courbe bleue, ici c'est expérimental, c'est la courbe rouge. Et je vois que la courbe rouge ici est différente de la courbe théorique pour différentes concentrations inférieures à 10 millimolaires. Alors que pour des concentrations supérieures à 10 millimolaires, les deux courbes sont les mêmes. Ça signifie que si les courbes sont les mêmes, ça veut dire le potentiel d'équilibre calculé à partir de l'équation de Nernst, c'est-à-dire la force électrique qui compense la force chimique. Pour les ions potassium, calculé théoriquement, donc vous revenez à la définition du potentiel d'équilibre si vous ne comprenez pas ce que c'est la force électrique qui compense la force chimique. Donc pour différentes concentrations de KE, et le potentiel de repos, il suit l'équation de Nernst lorsque la concentration est supérieure à 10 millimolaires. Mais pour des faibles concentrations, les valeurs enregistrées au niveau de la cellule sont différentes de l'équation de Nernst. Ne sont pas décrites par le potentiel d'équilibre de Nernst. Les valeurs mesurées sont moins négatives ou bien plus positives que les valeurs calculées théoriquement. Donc l'équation de Nernst ne décrit pas, voilà la différence entre les valeurs théoriques et les valeurs mesurées sur des cellules. Donc on n'a pas le droit de décrire l'équation de Nernst pour des valeurs inférieures à 10 millimolaires. Et on verra pourquoi. Donc c'est bon, l'équation de Nernst elle est bonne pour les concentrations supérieures. Or, si je vous donne la concentration extracellulaire de la cellule, il est de 4 millimolaires. Alors 4 millimolaires, on est ici. Et vous voyez que le potentiel mesuré sur une cellule est toujours plus positif que le potentiel d'équilibre. Si le potentiel de repos est égal à moins 90 millivolts, si vous calculez EK,
si vous calculez EK, vous allez trouver moins 80 millivolts. Ça signifie que le potentiel de repos est beaucoup plus... Oh, pardon, c'est le contraire, c'est-à-dire EK ici, et ER ici. Donc c'est bon, si on se trompe, il suffit de revenir sur... Donc vous calculez EK potentiel EK, et vous allez trouver que donc EK est égal à moins 90 millivolts, et que le potentiel de repos est égal à moins 80 millivolts, c'est-à-dire il est toujours plus positif ici que la valeur théorique calculée. Alors, on peut dire que c'est le potassium qui est responsable. On mesure ici le potentiel. Le potentiel de repos correspond au potentiel d'équilibre, c'est-à-dire la force électrique qui compense la force chimique pour les ions potassium. Mais on n'a pas le droit de le dire ici. Il y a quelque chose qui change. Alors, on va faire l'expérience suivante. On va faire la chose suivante. On va simplement prendre l'équation. Donc, je calcule ici. Je passe en maille. On va simplement faire la chose suivante. On va mettre de la choline dans le milieu. On va toujours mesurer les différentes concentrations de Ke à l'extérieur de la cellule. Et on va mettre le potentiel de membrane ou potentiel de membrane ici. Donc avec moins 90 ici et 0 millivolts. Ici, c'est généralement millimol, concentration externe de potassium. Mais à l'extérieur de la cellule, je fais la chose suivante. Je vais éliminer le sodium à l'extérieur. Il y a combien de sodium? Il y a 140 millimolaires. Donc, je vais éliminer 140 millimolaires. Mais, généralement, attention, il faut faire attention, quand je change, lorsque j'élimine le sodium, je dois le remplacer par un cation. Sinon, je vais déformer la pression osmotique. Rappelez-vous, si je supprime 140 millimolaires, au lieu d'avoir une pression osmotique de 300 milliosmoles à l'extérieur, je vais avoir une pression osmotique qui est défavorable et j'aurai un déplacement d'eau. Donc, ce qui est néfaste pour la cellule. Donc, pour éviter les variations de la pression osmotique, je dois utiliser, par exemple, de la choline. Je vais mettre 140 millimolaires de la choline. Alors, la choline, c'est quoi? C'est un cation monovalent, exactement comme le sodium. Donc, je ne vais pas, si je mets 140 millimolaires dans le milieu extracellulaire de la choline, je ne vais pas changer la pression osmotique. Et en plus, je ne vais pas changer les charges électriques puisqu'ils sont chargés de la même façon. Donc, c'est bon, la choline est utilisée pour deux raisons. Donc je supprime le sodium à l'extérieur, est égal à 0, je le supprime, je mets de la choline à la même concentration. La choline, donc, permet, premièrement, de maintenir la pression osmotique constante dans le milieu extracellulaire. Deuxièmement, la choline ne traverse pas la membrane. C'est un ion imperméant. Il ne traverse pas la membrane pour aller dans le milieu intracellulaire. Donc, je vais changer la perméabilité de sodium puisque je vais supprimer sodium et je vais mettre de la choline. C'est un gros cation qui ne traverse pas la membrane. Alors, si je trace ma courbe de EK, calculée à partir de l'équation de Nernst, et sur le plan, et si je fais mon enregistrement expérimental, je vais avoir les deux courbes de potentiel de repos, aussi bien pour 10 millimolaires supérieures à des valeurs 10 millimolaires que pour des concentrations inférieures. Et vous voyez ici qu'il n'y a plus de différence entre les deux courbes, c'est-à-dire il n'y a plus de différence entre le potentiel de repos et les valeurs de EK. Il y a une confusion, les deux courbes sont confondues, et donc on va dire que la non-coïncidence entre le potentiel de repos et le potentiel d'équilibre est due à la présence du sodium dans le milieu extracellulaire. La non-coïncidence
entre le potentiel de repos et le potentiel d'équilibre est due à la présence du sodium dans le milieu extracellulaire. Et lorsque ce sodium est supprimé, il y a une coïncidence parfaite. Donc le décrochement que nous avons vu tout à l'heure, il est dû à la présence du sodium dans l'extérieur. Alors j'efface ça et on essaie de se simplement dire pourquoi il y a, voilà les deux courbes, voilà la courbe expérimentale, voilà la courbe théorique. Alors ce décrochement, je mesure des potentiels moins négatifs. Voilà, si je mesure le potentiel d'équilibre aux ions potassium, alors voilà, EK, le potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule est égal à moins 90 millivolts. Ça, c'est le potentiel d'équilibre calculé à partir de l'équation de Nernst. Mais moi, ce que je mesure, c'est un potentiel de repos de, si je mesure le potentiel entre l'intérieur et l'extérieur, je mesure un potentiel de repos de moins 80 millivolts. Alors je vois que la différence entre EK ici et ER, il est dû simplement à la présence du sodium dans le milieu extracellulaire et cette différence disparaît lorsque le sodium est remplacé par de la choline. Donc, la présence du sodium fait que, au lieu d'enregistrer une valeur négative, le sodium entre dans la cellule, ce sont des charges plus, ce qui rend le potentiel moins négatif. Voilà. Donc, lorsque le sodium est très concentré à l'extérieur, la pénétration de sodium à l'intérieur de la cellule fait que ce sont des charges plus qui entrent dans la cellule. Donc, au lieu que le potentiel soit égal à moins 90, la cellule gagne du sodium et donc le potentiel sera de moins 80 si 10 millivolts de différence sont dus à la pénétration de sodium, charge positive, ce qui rend le potentiel moins négatif. Donc la pénétration de sodium fait que la différence ici de 10 millivolts est due à la pénétration de sodium dans la cellule. Donc, on peut donc résumer au potentiel de repos de la cellule. Effectivement, le potassium sort et le potassium entre. Il y a beaucoup de potassium ici, peu de potassium. La force électrique, la force chimique. Si je mesure le potentiel, c'est le potentiel d'équilibre. Mais je ne mesure pas le potentiel, je n'enregistre pas le potentiel d'équilibre. J'enregistre un autre potentiel qui est 10 millivolts de plus. Pourquoi 10 millivolts de plus? Parce que j'ai le sodium qui entre, dans la cellule et qui me, au lieu d'avoir moins 90 millivolts ici, je vais avoir ici uniquement moins 80. Donc, si j'enregistre au niveau de la cellule le potentiel, je vais obtenir moins 80 millivolts. Si je calcule avec l'équation de Nernst, j'aurai moins 90. L'équation de Nernst, je vous rappelle, c'est moins RT sur ZF, logarithme népérien de la concentration interne de potassium sur la concentration externe de potassium. Et vous voyez que Nernst, lui, il a tenu compte que de la présence du potassium. Nernst, c'est un chimiste. Il n'a jamais travaillé sur des cellules. Si vous appliquez l'équation de Nernst à une cellule, c'est de la biologie, c'est de la physiologie. Nernst n'a jamais travaillé sur des cellules, c'est un chimiste, il a fait ça au laboratoire sur des cuves. Mais lorsque on peut appliquer ça, l'équation de Nernst, s'il s'agit uniquement du potassium. Alors, s'il s'agit uniquement du potassium, on peut calculer l'équation de Nernst. On peut calculer l'équation de Nernst simplement en utilisant la concentration interne et la concentration externe de potassium. Vous voyez ici qu'il n'a pas tenu compte de la présence d'une perméabilité au sodium. S'il a tenu compte du sodium, on aura une vraie valeur de potentiel de repos. Donc, au potentiel de repos, on a une très forte perméabilité aux ions potassium. Les ions
potassium entre et sort par gradient électrique et gradient chimique, donc c'est l'état d'équilibre. Mais il y a une petite pénétration des ions sodium dans la cellule qui fasse le résultat. Au lieu de voir le potentiel d'équilibre est égal au potentiel de repos, on a une différence d'environ 10 millivolts et que cette différence disparaît si je supprime le sodium. À ce moment-là, je vais avoir ici moins 90. Si je supprime le sodium et je le remplace avec de la choline. Voilà, donc je crois que je suis clair là-dessus. Alors, lorsque donc on utilise de la choline, vous voyez qu'il y a une parfaite coïncidence entre le potentiel de repos et le potentiel d'équilibre. Alors, sachez que il y a une perméabilité au repos, vous avez une perméabilité aux ions sodium, mais la plus forte perméabilité, c'est le potassium. Donc, au repos, on a une perméabilité. Alors, je vous rappelle que c'est une vitesse. La perméabilité, c'est une vitesse. Mais la perméabilité au potassium est égale à 100 fois la perméabilité au sodium. Donc, vous pouvez imaginer que le potassium, c'est un petit ion qui traverse la membrane plus facilement. Au repos, la perméabilité au potassium est égale à 100 fois la perméabilité au sodium. Donc, le rapport étant égal à 0,01. S'il y a 100 fois, ça veut dire que PNA sur PK est égal à 0,01. Il y a une forte perméabilité aux ions potassium. Les ions potassium peuvent passer facilement à travers la membrane au potentiel de repos, mais il y a un tout petit peu, donc une petite perméabilité aux ions sodium, et que lorsque vous utilisez la choline, donc vous supprimez la perméabilité aux ions sodium. Voilà. Alors, après Nernst, Goldman a dit, attendez, on va essayer de voir ce qui se passe exactement au niveau de la membrane. Il est beaucoup plus près de la réalité, l'équation de Goldman, que c'est l'équation de Nernst. Et vous voyez ici qu'il a pris tous les ions. Il a pris le sodium, il a pris le potassium, et il a pris le chlore. Il a dit que lorsque vous avez des perméabilités au sodium, des perméabilités ici, perméabilité au chlore, on va utiliser tous les ions et on va dire que le potentiel de repos d'une cellule, exactement comme l'équation de Nernst, on va intégrer aussi bien le sodium dans l'équation que le potassium, que le chlore. Et donc, l'équation de Goldman, c'est la vraie réalité, c'est l'équation qui vous donne la vraie valeur du potentiel de repos. Mais à partir de l'équation de Goldman, vous allez voir qu'on peut tomber sur l'équation de Nernst. On va comprendre ça d'une façon beaucoup plus importante. Par exemple, si je prends une cellule nerveuse, il n'y a pas de perméabilité chlore. PCl est égal à 0 au niveau d'une cellule nerveuse. Donc, si la perméabilité est égale à 0, j'obtiens l'équation suivante. Ça, c'est l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz utilisée pour calculer la valeur du potentiel de repos. Vous voyez que l'équation, il est due simplement au sodium et au potassium et on a intégré les paramètres perméabilité parce que le rapport de perméabilité est très important pour déterminer la valeur de potentiel de repos d'une cellule. Ça ressemble à l'équation de Nernst, les concentrations, mais ce qui est intelligent ici, c'est qu'on intègre à la fois le paramètre perméabilité et concentration ionique. Alors, au niveau d'une cellule nerveuse, il n'y a pas de perméabilité chlore, donc PCl est égal à 0. L'équation donc est réduite. Si je prends la même équation et je divise mon équation aussi bien le haut et le bas par pK. pK, c'est la perméabilité aux ions potassium. Alors, si je divise par pK, j'obtiens l'équation suivante. Donc, je divise pKKE ici par pK, ça me reste KE externe. Je divise PNA sur PK, donc je la mets, je divise par PK et j'obtiens l'équation simplement lorsque je divise le numérateur et le dénominateur par PK. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. L'équation de Goldman pour le potentiel de repos. Et ce qui est intéressant dans cette équation, c'est que je sais que PNA sur PK, la perméabilité au sodium, est égale à 0,01. 0,01, ici,
Si la concentration externe de sodium est égale à combien? Est égale à 145. D'accord? 145. Ici. Alors, si la concentration externe, ici, mais je vais revenir, je vais voir ici aussi, vous voyez que le rapport, c'est 0,01, c'est 0,01, la concentration étant de 12. Si je multiplie quelque chose de petit par quelque chose de petit, je peux simplifier ça. Parce que PNA sur PK 0,01 multiplié par 12, ça me donne 0,012. C'est petit, je peux les négliger. La concentration, c'est 145 millimolaires. Or, 145, la concentration interne, à quoi? Ça, c'est négligeable. 0,02 devant 145. C'est négligeable. Donc, je peux éliminer ça. Quelque chose de petit, multiplié par quelque chose de petit, me donne encore quelque chose de plus petit. C'est 0,012 par rapport à 145, c'est vraiment rien. Donc l'équation, donc j'ai pas besoin de ça. Dans un deuxième temps, je regarde que si PNA sur PK, ici, donc je vais utiliser une autre couleur, comme ça vous allez encore mieux voir les choses. Ici, la concentration extracellulaire est égale à 145. Et ici, PNA est égal à 0,01. C'est le rapport entre la perméabilité au sodium et pK. 0,01 multiplié par 145, je ne peux pas la négliger devant KE. KE est égal à 4 millimolaires. 4 millimolaires, 145, je ne peux pas la négliger. Mais si j'utilise, je regarde ma courbe, rappelez-vous, ici KE, concentration extérieure, 10 millimolaires. Et j'ai dit que ces deux courbes sont confondues pour supérieure à la concentration. Si la concentration de KE est supérieure à 10 millimolaires, ici, si KE est supérieur à 10 millimolaires, je peux négliger, donc si KE, ici, donc ici je vais avoir, pardon, donc je me suis brouillé, voilà. Si la concentration alors, si, bon, ça c'est inversé, la concentration externe des ions sodium, ici la concentration externe c'est à peu près 145, ici le rapport c'est 0,01, vous voyez que ça, si je mets une concentration faible de KE, si je suis à une concentration inférieure à 10 millimolaires, bah KE, quelque chose de petit, multiplié par ça, par 0,145, donc multiplié par 1,45, il va me donner 1,45. 1,45, si KE est vraiment petit, vous voyez que l'équation va être égale EM égale à RT sur ZF, logarithme népérien de KE sur KI. Et donc ça, c'est vraiment négligeable. Donc 1,45, 1,45 par rapport à une concentration matérielle égale 100. Ici 100. 100, 1,45, on peut négliger 1,45 et donc on peut tomber sur l'équation de Nernst. Si je simplifie l'équation de Goldman, je peux arriver à l'équation de Nernst, à condition de tenir compte des concentrations. Voilà, donc en jonglant avec les deux équations, vous arriverez à comprendre un peu mieux les choses. Donc, en conclusion, on peut dire que le potentiel de repos d'une cellule, il est dû à un mouvement d'ion de potassium. Alors,
Ici, vous avez la force chimique. Ici, vous avez la force électrique. Et le potentiel, ici, il est au potentiel d'équilibre qui est égal à moins 90 millivolts. Voilà le potentiel de repos d'une cellule. Et le potentiel donc d'équilibre est très proche de l'équation de Nernst, qui est le potentiel d'équilibre. Le potentiel de repos, il est égal à moins 80 millivolts parce que on mesure la force électrique pour le ion potassium, mais vous avez un tout petit peu de sodium qui entre dans la cellule. Donc, le potentiel de repos est dû à une forte perméabilité au potassium, une faible perméabilité au sodium. Le rapport de pK sur PNA est égal à 100 fois. Voilà la cellule comment U. Alors vous allez me demander, mais à long terme, il va y avoir un déséquilibre. Il va y avoir un déséquilibre si il n'y a pas d'intervention de processus, disons de processus dû à un phénomène actif. Le sodium qui entre dans la cellule va sortir par la sodium-potassium ATPase, donc contre le gradient, et que le potassium qui est sorti va entrer sous l'effet de la pompe contre le gradient, pompe sodium, potassium dont on a parlé la dernière fois. Donc au potentiel de repos, il y a une forte perméabilité au potassium, il y a une faible perméabilité au sodium, donc petite, très faible, mais il y a le fonctionnement de la pompe qui nécessite de l'ATP. Donc la pompe fonctionne pendant le potentiel de repos. Ça, c'est très très important. Ça permet de maintenir les différences de concentration.